Bonjour les cinquièmes, on se retrouve pour la deuxième partie du chapitre H4 ou H5 sur l'affirmation de l'état monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. Je m'étais arrêtée sur la présentation de l'exercice 3 qui était en 6 parties qui correspondaient à 6 rois, Philippe II Auguste, Louis IX, Philippe IV le Bel, Charles VII et Louis XI. Ces 6 rois, par certaines de leurs actions, ont contribué à renforcer le pouvoir royal et à construire un État moderne, un État centralisé. Nous allons corriger l'exercice et terminer le chapitre ensemble. Attrapez votre cahier, c'est parti. On commence avec Philippe II Auguste. On vous demandait comment il s'était imposé face à ses vassaux, ce qu'était le domaine royal et comment il évolue sous son règne. Philippe Auguste s'impose à ses vassaux en leur faisant la guerre, et notamment en remportant la bataille de Bouvines en 1214. Je rappelle que lors de cette bataille, il se bat contre le roi d'Angleterre, son vassal, qui s'est allié à l'empereur germanique Othon IV. Philippe II remporte la bataille de justesse. Cette bataille est restée dans les mémoires notamment parce que le roi se bat aux côtés des chevaliers, ce qui les motive. Il donne pendant la bataille l'image d'un vrai chef militaire, et les grands seigneurs qui combattaient à ses côtés ont donc envie de le suivre. Ensuite, le domaine royal, c'est l'ensemble des terres qui appartiennent directement au roi. Il en est le seigneur, et il en tire également des revenus. Souvenez-vous, lorsque l'on a parlé de la seigneurie, on a vu que le seigneur détenait le pouvoir économique, parce qu'il détenait les terres. Les récoltes issues de ces terres sont vendues à d'autres seigneuries, par exemple, ou à des étrangers. Enfin, ce domaine royal s'agrandit énormément sous le règne de Philippe II Auguste. Sa taille quadruple quasiment. Cela prouve bien qu'il y a un retour d'autorité royale. Le roi redevient un personnage puissant. On passe à Louis IX. Quelle décision prend le roi? Pourquoi? Pourquoi cette décision renforce l'autorité du roi. Donc Louis IX décide ici de condamner un seigneur qui doit payer une amende, assister à des messes et faire des pèlerinages. Louis IX le prive d'un de ses droits seigneuriaux, il ne pourra plus rendre justice sur ses terres. Il prend cette décision car le seigneur en question avait pendu des innocents, accusés à tort de braconnage. Je précise que si vous n'êtes pas allé regarder dans un dictionnaire, si vous ne connaissiez pas ce mot, le braconnage, eh bien le braconnage c'est le fait de chasser alors que c'est interdit. Par exemple, à l'heure actuelle, ça peut être le fait de chasser une espèce menacée, le rhinocéros par exemple, ou bien de ne pas respecter des quotas, de dépasser le nombre d'animaux qu'on peut chasser par exemple. Ou bien c'est aussi de ne pas avoir de permis de chasse, ou encore de chasser dans un lieu interdit à la chasse, dans un parc naturel par exemple. Dans le cas qui nous intéresse ici au Moyen-Âge, on peut supposer que les coupables présumés avaient été chassés dans la réserve du seigneur, donc la partie de la seigneurie réservée strictement à la chasse seigneuriale. Et le fait de condamner ce seigneur renforce l'autorité de Louis IX parce qu'il montre qu'il a le droit de justice sur ses vassaux. Il impose sa justice. En gros, il montre que la fête est finie, on fait plus ce qu'on veut et c'est bien le roi qui a le dernier mot. Je vous laisse quelques instants pour terminer de corriger votre exercice, si cela n'est pas déjà fait. D'ailleurs, quand vous faites vos exercices, rédigez vos réponses au stylo, et puis ensuite faites, avec la correction, complétez ce que vous avez manqué ou corrigez vos erreurs, au stylo vert par exemple. Si vous avez bien rédigé vos réponses, ce dont parfois je doute, ce n'est pas la peine de tout réécrire. Par contre, si vous ne rédigez pas, vous aurez plus de choses à réécrire lors de la correction. Allez, je me tais. Nous passons à Philippe le Bel. Quasiment les mêmes questions. Quelle décision prend le roi? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que ça renforce son autorité? Alors, Philippe le Bel rassemble les barons, les évêques et les bourgeois.
C'est ce que l'on appelle rassembler les États généraux. Retenez bien ces mots, vous en entendrez parler l'année prochaine. Les États généraux, c'est la réunion de ce que l'on va appeler, après le Moyen-Âge, à l'époque moderne, les trois ordres. Donc, le clergé, les évêques, la noblesse, les barons, et les bourgeois, qu'on va appeler le tiers-État. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, il convoque les États généraux pour consulter ces trois ordres de la société. Attention, les États généraux n'ont pas de pouvoir décisionnel, c'est le roi qui a le dernier mot. Mais en gros, il leur demande ce qu'ils pensent d'une situation pour pouvoir décider après, et puis surtout pour s'assurer que tout le monde est à peu près d'accord. Cela lui permet de prendre des décisions qui ne froissent personne. Cela lui permet d'éviter de se retrouver avec une révolte aux fesses, parce qu'une de ses décisions n'a pas plu à l'un des ordres. Maintenant, Charles VII. Quelle est la situation du royaume de France au début de son règne? Quel événement renforce sa légitimité? À quelle guerre du Moyen-Âge met-il fin? Et qu'a-t-il créé qui l'a notamment aidé à gagner cette guerre? Charles VII a été déshérité de la couronne de France par son père, Charles VI, qui prévoyait de la remettre au roi d'Angleterre. Le royaume est très divisé. Le nord-ouest est sous domination anglaise et le nord-est est sous la domination des Bourguignons, qui sont les alliés des Anglais. En gros, c'est pas la joie. Le royaume de France est à deux doigts de devenir anglais pour de bon. Charles VII n'est pas reconnu par tous comme étant le roi. Il n'est notamment pas reconnu roi par les Bourguignons. Il va regagner de la légitimité en se faisant sacrer à Reims. Et c'est la fameuse Jeanne d'Arc, à la base une paysanne de Lorraine, qui le pousse à faire ce sacre. Je reviendrai peut-être sur Jeanne d'Arc parce que je trouve que c'est un personnage intéressant. On verra si j'ai le temps, on verra. Donc grâce à Jeanne d'Arc, Charles VII retrouve un peu de son autorité et il réussit à repousser les Anglais hors de France et à mettre fin à la guerre de 100 ans, qui a duré 116 ans au total, mais j'y reviendrai probablement aussi parce qu'il y a moult et moult rebondissements. Ce qui l'a aidé à gagner aussi, c'est le fait de créer une armée permanente, une armée de métier. Les soldats sont bien formés et disciplinés, et c'est pas du luxe, parce que au cours de la guerre de 100 ans, les Français se sont pris de bien belles piles à cause de leur manque de coordination. Donc là, on n'a plus le paysan du coin qui prend son épée et qui sait pas trop se battre, et voilà. Là, on a des gens qui sont formés, vraiment. Je laisse passer quelques instants pour que vous puissiez terminer de corriger éventuellement. Passons à Louis XI. Que consolide Louis XI durant son règne? Qui détient le pouvoir? Comment s'appellent les représentants du roi dans les provinces? Et quel rapport entretient Louis XI avec les grands seigneurs? Alors Louis XI va vraiment mettre sa pierre à l'édifice pour construire un État moderne, en consolidant l'administration royale. Il s'entoure de différents appareils d'État, le Parlement, la Chambre des comptes, il s'entoure d'un conseil, afin de l'aider à diriger, car il faut bien savoir que c'est le roi qui a le dernier mot. Le pouvoir est au roi. Il peut intervenir aussi bien dans la gestion du Parlement que dans la Chambre des comptes. Il n'y a pas vraiment de séparation des pouvoirs. Mais ça, on y reviendra l'année prochaine. Et tout ce qui se passe à Paris a des relais partout dans le royaume, car il y a des baillis et des sénéchaux qui sont chargés de contrôler que les décisions du roi sont bien appliquées. Ce sont eux qui gèrent localement la justice, l'armée et les finances. Vous vous rappelez les Missi Dominici? C'est un peu le même genre. Enfin, Louis XI réussit
à peu près à maîtriser les grands seigneurs. Certains ont encore beaucoup de pouvoir et mettent des bâtons dans les roues de Louis XI, mais d'un autre côté, il y en a beaucoup qui le soutiennent aussi et qui le défendent. Voilà pour la correction de notre exercice. Je vous avais parlé d'une émission d'Arte assez chouette qui s'appelle Point de repère et qui avait fait un épisode sur la bataille de Bouvines. Je vous mets donc ici la référence et je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Pour la surprise sur la guerre de 200 ans, je ne sais pas quand est-ce que ça sera disponible, mais j'y travaille. Bien, nous pouvons désormais conclure ce chapitre. Reprenez votre cahier ou mettez la vidéo en pause et allez le chercher. Conclusion. Les Capétiens et les Valois ont renforcé l'autorité royale grâce aux actions suivantes. Philippe II Auguste agrandit le domaine royal. Louis IX crée la justice royale. Philippe IV le Bel crée les États généraux. Charles VII chasse les Anglais de France et crée une armée permanente. Louis XI s'entoure d'une administration efficace. Du Xe au XVe siècle, les Capétiens et les Valois ont petit à petit créé l'État monarchique en réalisant l'unité territoriale du royaume, gouverné et administré sous une seule autorité, celle du roi. Je vous laisse quelques instants pour terminer de noter. Voilà, j'espère que ces 2 vidéos vous ont plu et que cela vous a aidé à mieux comprendre les leçons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en m'envoyant un petit message sur Néo ou sur Pronote. Ça me fera plaisir et puis ça me permettra d'améliorer des petites choses. Je vais vous préparer un petit quiz sur Néo, comme je l'avais fait sur le chapitre de géographie sur l'eau et l'énergie, pour que vous puissiez savoir où vous en êtes. Prenez soin de vous et à bientôt!